Bonjour ou rebonjour pour ceux qui sont dans la salle de l'école alsacienne en ce dimanche 11 novembre où nous venons d'enregistrer l'émission ordinaire du Nouvel Esprit Public et où nous allons maintenant, par un échange avec la salle, enregistrer ce que j'ai baptisé le Bada, en hommage à Jean-François Revel qui lui-même signalait que Bada était le nom du supplément que n'importe quel commerçant, et notamment les marchands de glace, se devaient d'offrir gratuitement à leurs acheteurs et consommateurs. Donc nous voilà pour ce Bada. Les deux sujets que nous avons traités dans l'émission que nous venons d'enregistrer sont la commémoration de l'armistice et les élections aux États-Unis. Sur ces deux questions, dans le public, quelle est la première intervention ? Ou la deuxième, si c'est trop difficile de commencer par la première. Il y a là-bas un mic, quelqu'un... c'est... Voilà. Merci. Vous avez rappelé que donc, c'est un peu la deuxième fois qu'il se passe quelque chose dans l'élection américaine qui est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il y avait... on comprend que le nombre de voix au suffrage universel est inférieur au nombre... est bien supérieur au nombre de voix qui ont fait la différence au niveau des grands électeurs. Donc, il y a eu le cas avec Al Gore et Bush. Et il y a eu encore le cas avec Clinton et... Voilà. Est-ce que... Alors, moi, j'avais compris que c'était une survivance du fait que de périodes antérieures où les États-Unis étaient tellement grands que les grands électeurs votaient et amenaient le... Est-ce que vous pouvez réexpliquer cette particularité qui fait que, quelque part, c'est pas tout à fait démocratique. En fait, c'est vraiment... c'est un suffrage plutôt censitaire qui prend le pas sur le suffrage universel. Alors, avant de donner la parole à celle ou à celui qui pourra l'expliquer, je vous ferai remarquer que c'est une situation que nous connaissons en France et dont nous semblons nous accommoder admirablement à Paris, Lyon et Marseille. La loi dite PLM, qui a été fourbiquée par Mitterrand pour sauver les fesses de Gaston Defferre, si je peux utiliser un vocabulaire spécialisé, a été violemment critiquée par Jacques Chirac, qui l'a ensuite un peu perfectionnée pour pouvoir sauver les fesses de M. Gaudin, dont on voit en ce moment les grandes capacité comme maire, et elle a permis également à Bertrand Delanoë en 2001 d'être élu maire en tant que candidat socialiste, bien que la gauche ait eu moins de voix que la droite. Elle permet donc, elle consiste à faire en sorte que vous n'élisez pas votre maire ni à Paris, ni à Lyon, ni à Marseille. Vous élisez des grands électeurs avec lesquels toutes les combines sont par la suite possibles et qui fait que là aussi, il y a un déni de démocratie sur lequel je suis frappé d'entendre assez peu les partis politiques s'exprimer, comme s'ils se disaient qu'après tout, il vaut mieux garder ce genre de combine au chaud pour pouvoir régler des situations qui seraient difficiles. Moi, juste sur la situation américaine. Une remarque, le Sénat aussi... en France, est élu par des grands électeurs, et on sait très bien le poids des électeurs, on va dire, des zones rurales dans l'élection du Sénat en France. Bon, donc c'est... Oui, mais il n'a pas les mêmes pouvoirs. Il n'a pas les mêmes pouvoirs, mais néanmoins, c'est quand même un système comme celui-là. Que même sur les législatives, il y a 2 députés par département, et qu'on a des départements qui ont 70 000 habitants, ils ont 2 députés, et qu'on peut avoir effectivement une balance entre moins 20% ou plus 20%, mais au maxi, ça fait quand même 40% de différence en nombre d'électeurs pour élire un député. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de système totalement démocratique, si vous voulez. Tout système électoral va avoir des aspects positifs et des aspects négatifs. Ce qu'a rappelé Philippe sur Paris, Lyon et Marseille est totalement juste. C'est une évidence. Néanmoins, le système où un homme... une voix, un électeur, ne va pas forcément donner les résultats qui vont permettre une vie démocratique la plus équilibrée qui soit. Qui veut répondre sur la situation américaine? Oui, Jean-Louis et moi. Allez-y. Donc, Lucille. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que je crois que je l'ai brièvement évoqué, mais il y a ce qu'on appelle le gerrymandering, qui est en fait le charcutage électoral, mais qui n'est pas propre aux États-Unis, mais qui a été très fortement... Non, en France, ça s'appelle le pasquamandering. Voilà. En tout cas, il a été fait en 2010, c'est-à-dire au moment de l'émergence du Tea Party aux États-Unis, et donc il est très favorable aux républicains. Et d'ailleurs,
y compris pour les élections au Sénat qui ont été perdues par les démocrates ont eu 54% des voix. Donc le gerrymandering a été très efficace. Après, on peut supposer que comme il est pratiqué tous les 10 ans, il sera la prochaine fois plus favorable aux démocrates qui maintenant ont acquis la majorité à la Chambre des représentants et qui ont aussi eu beaucoup d'élus locaux. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Ils ont rééquilibré le rapport de force dans les territoires. Après... comment dire, est-ce qu'à un moment ou à un autre, et ça appartient à chaque société, il peut y avoir un mouvement aux États-Unis sur cette question de l'inégalité, comment dirais-je, du fait que d'abord il y a un problème d'inscription sur les listes électorales, il y a eu beaucoup de nettoyage aussi des listes électorales, ça a été dit, et je pense qu'il y a un élément très favorable, c'est quand même ce référendum en Floride dont je parlais, qui fait qu'il y a 1,5 million d'électeurs qui vont pouvoir voter. Il y avait quand même une femme qui disait qu'elle pouvait plus voter parce qu'elle avait pris du Xanax sans ordonnance, quoi. Donc c'était un niveau de... Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut qu'on réalise, parce qu'on n'est pas un État fédéral, qu'au fond, les lois sont différentes d'un État à l'autre. C'est-à-dire que dans certains États, vous pouvez voter, y compris si vous êtes en prison. Dans d'autres, vous ne pouvez pas voter si vous avez un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Donc ça crée aussi des inégalités particulières qui sont propres aux États-Unis. On a évoqué le cas français. Au niveau des élections départementales, c'est pareil. Le sujet, c'est aussi la ruralité versus les grandes villes. Le Sénat, c'est aussi la représentation des territoires ruraux de l'ensemble des États-Unis, ruralité, grandes villes, etc. Et du coup, c'est vrai que représenter les territoires ruraux, c'est important, même si ce n'est pas un électeur égale une voix. Jean-Louis ? Oui, moi je ne disconviens pas du fait qu'il y a eu pas mal de manœuvres, mais je voudrais vous mettre en garde, et notre interlocuteur et toi, Philippe, sur le fait que de la manipulation. Je crois que c'est quelque chose, ce qui se passe aux États-Unis est quelque chose de profondément logique par rapport au système américain. On est dans une logique fédérale. La logique fédérale postule quelque part une égalité entre chaque État et postule d'autre part une égalité entre chaque citoyen. Évidemment, ces deux postulats sont incompatibles entre eux, puisque les États ne sont pas du tout de la même taille. Au Sénat, on a 2 sénateurs par État, quelle que soit la taille de cet État. On a 2 sénateurs pour le Delaware et on a 2 sénateurs pour la Californie. Donc quand on est fort, ce qui est le cas des démocrates, dans les grands États, on est nécessairement sous-représenté. Et aux élections présidentielles, c'est mutatis mutandis la même chose, le même biais, c'est-à-dire que le nombre de délégués par État est évidemment n'est pas vraiment représentatif de la population. Mais alors ça s'aggrave. Il y a eu d'autres cas dans le passé où il y avait eu plus de voix, des présidents avaient été élus avec une minorité de voix, mais c'était très marginal. Et là, on voit bien que la rupture entre le centre des États-Unis, tous ces États, ce qu'on appelle les États ploucs, quoi, le Kansas, le Dakota, tous ces trucs, etc., dont le cinéma américain nous donne toujours une vision caricaturale et assez déprimante, eh bien, ces gens-là, ça fait beaucoup d'États et peu de population, et ça existe. Mais c'est important. Je me rappelle que quand Bertrand Tavernier avait fait une émission sur la guerre de sécession, il nous avait rappelé que le général Lee, à qui le président Lincoln avait proposé de commander les troupes de l'Union, n'avait pas accepté, et pour finir, il a accepté de prendre la tête des troupes confédérées, au terme d'une nuit de prière et d'angoisse dans laquelle il se demandait, et c'était déjà l'écho de la Convention de Philadelphie, c'était encore l'écho de la Convention de Philadelphie, si sa loyauté politique devait aller à l'Union, aux États-Unis d'Amérique, ou devait aller à son État, la Virginie. Et il a arbitré de façon très regrettable, d'ailleurs, ça aurait été beaucoup mieux s'il avait fait le choix inverse pour tout le monde, il a arbitré pour la Virginie. Mais c'est ça qui reste extrêmement présent, et actuellement, le divorce entre les uns et les autres devient criant et pose un vrai problème démocratique. Redonnons la parole à la salle. Qui souhaite intervenir et sur quel sujet? Oui, là, ici devant. Madame. Bonjour, moi, je m'interroge sur la question d'itinérance mémorielle. Je me demande si c'est pas un problème, enfin une erreur de jeunisme. Est-ce que l'entourage de notre président n'ont pas travaillé intellectuellement sur la nécessité de commémorer ce centenaire indispensable?
mais qui en revanche n'ont pas eu l'occasion d'avoir l'émotion des cinquantenaires minimum, qui eux ont encore entendu ce témoignage de grands-parents, de grands-oncles, et qui ont gardé cette mémoire-là. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture de génération, en plus de fracture intellectuelle, fracture territoriale? Est-ce que c'est pas aussi un symbole de notre pays, de l'état de notre pays, d'avoir utilisé cette erreur de vocabulaire? Écoutez, s'il y a vraiment besoin d'avoir eu un contact avec des témoins directs pour éprouver de la compassion, de la pitié, de l'empathie pour des gens qui ont connu des drames comme celui auquel on fait allusion, mais aussi comme des drames beaucoup plus anciens, je m'interrogerais plutôt sur l'humanité de ceux à qui ce besoin d'avoir les choses sous le nez est nécessaire pour éprouver cette empathie. Plus j'ajoute que pour peu qu'on ait un peu de curiosité pour le reste de l'humanité, la littérature, le cinéma, la musique même, offrent pour comprendre, se faire en tout cas au moins une idée un peu précise de ce qu'a été la guerre de 14, un maximum de possibilités. Donc je ne verrai pas la chose de la même manière que vous, je les verrai, ce ridicule de vocabulaire est un ridicule qui, ça je crois que c'est vrai, n'affecte pas seulement l'entourage du président de la République et le président de la République lui-même, il est celui de l'ensemble de cette société depuis plusieurs années où on souffle, vous savez, il y avait une chanson qui faisait « Mon père était vétérinaire, il soufflait dans le derrière des chevaux avec un petit tube en verre pour les rendre 4 fois plus gros ». Et ben c'est ça, et on souffle dans le derrière des mots pour les rendre 4 fois plus gros. Et j'ai été très frappé de ça à propos de l'utilisation d'une expression qui est maintenant à peu près inévitable et que je trouve épouvantable, qui au lieu de dire « dans », on dit « au sein d'eux ». Alors, vous n'êtes pas dans le métro, vous êtes au sein du métro. Je blague pas, je l'ai vu écrit dans un journal, dans un quotidien fort important par quelqu'un qui avait fait quand même 5 ans d'études à Sciences Po, sans doute, plus 2 ans d'école de journalisme, et qui en arrivait à écrire des choses de ce genre. C'est dans la pauvreté du sens qu'on voudrait transmettre se transforme en une sorte... Vous savez, c'est comme les camions et les dames qui se maquillent trop. Ouais, maintenant, les messieurs aussi, allez, ça y est, MeToo. Celles et ceux. Oui, celles et ceux, excusez-moi, inclusivement parlant. Pour vous répondre aussi, il y a quand même Antoine Prost dans cette mission de la guerre 14-18, et si on ne peut pas savoir entendre quelqu'un comme Antoine Prost, ça devient extrêmement important. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'y avait pas d'émotion chez notre président. Il a vécu à Amiens, il est dans la Somme, je veux dire, les batailles de la Somme, voilà, c'est très présent et c'est là. Non, là, je souscrirais, comme l'a dit Philippe, c'est cette inflation vraiment insupportable dans la façon qu'on a de s'exprimer. Voilà, c'est tout. Et le jargon, dans un certain milieu, plaît énormément. Nicolas Bavrez. Moi, je crois que vous avez profondément raison. Ça fait partie de la nature technocratique de cette équipe. Elle est en apesanteur vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de l'histoire. Et vous en avez une autre manifestation qui était quand même très significative. C'était l'hommage rendu par le Premier ministre à Ho Chi Minh, qui a complètement gommé toute la partie, le totalitarisme vietnamien, qui a rendu hommage au fondateur de l'État, et ça c'est tout à fait vrai là encore, mais qui a complètement gommé, par exemple, les Boat People. Donc c'est vrai qu'on a aujourd'hui une génération au pouvoir pour qui le totalitarisme est un objet qui est un objet purement intellectuel et qui, en tout cas, ne renvoie à aucune connaissance, j'allais dire, réelle ou émotionnelle. Monsieur, on peut pas je veux dire un mot. Jean-Louis veut dire un mot. Alors, je voulais dire un mot, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais... Merci beaucoup. Je voudrais dire 2 choses même. Premièrement, je crois que le problème de Emmanuel Macron n'est pas le jeunisme, j'en sais rien, mais il y a je pense que vous êtes injuste en disant qu'il n'a pas le sens de l'enracinement historique. Il est le premier, depuis Malraux, parmi les hommes politiques républicains, à avoir fait, avant même d'être élu président de la République,
un discours hommage à Jeanne d'Arc à Orléans. Les discours qu'il a fait sur le colonel Beltrame, sur d'autres, sur Simone Veil, montrent un enracinement profond dans l'histoire de France. Mais en même temps, on en est toujours là, en même temps, il a construit un système politique qui est fondé sur l'arrachement du parti politique aux sensibilités politiques traditionnelles. Si bien qu'on a une France des territoires qui est en fait largement représentée par les partis traditionnels et notamment par LR, et puis une France de l'Assemblée nationale qui est représentée par un parti en apesanteur, un parti arraché à tout qu'est la REM. Je vous signale que le MoDem, lui, tient les deux bouts de la corde. Bon, mais un mot sur Antoine Prost. Un mot sur Antoine Prost. Engagez-vous. Ça a été mon maître. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Béatrice. Quand on écoute Antoine Prost, on comprend l'histoire de France. Moi, Antoine Prost m'a appris deux choses. Qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie française? La bourgeoisie française, c'était mon maître de conférence à Sciences Po. La bourgeoisie française, c'est le père Grandet déambulant dans les rues de Saumur et découvrant la rente. Et puis deuxième chose, qu'est-ce que c'est que l'existentialisme? L'existentialisme, c'est 1 million de prisonniers qui reviennent à Paris et dont une grande partie découvre que leur femme ne les a pas attendus. Voilà comment on enracine dans la réalité de l'histoire les grands mouvements sociaux et idéologiques. Je vous remercie, monsieur. Oui. Merci encore. Donc, je voudrais tout d'abord vous dire le plaisir que j'ai eu d'entendre cité par Madame Schmitt, un médecin humaniste d'Aix-Perse, que vous avez mentionné en premier dans les soutiens de ce jour au nouvel esprit public, le docteur Hubert Delhomme, à Aix-Perse. Voilà un homme qui sera remercié. Ça va l'obliger à faire une deuxième contribution, j'ai peur. Je parle justement d'Aix-Perse parce que, pour illustrer que dans le centre de la France, Aix-Perse est dans le Puy-de-Dôme à la limite de l'Allier. Je suis correspondant, mais pas officiel, de beaucoup d'archives départementales des départements du Massif central. Et je peux vous dire qu'aussi bien à Aix-Perse que dans des localités de plus importantes ou moins importantes, il y a partout des commémorations des journées de l'armistice, du centenaire de l'armistice, plutôt exactement là. Alors ma question est très précise. L'exposition dont vous nous avez parlé à la mairie du 5e, est-ce qu'elle est ouverte? 6e. Pardon? Du 6e. Est-ce qu'elle est ouverte cet après-midi dans la continuité de votre émission? Monsieur le directeur de l'école alsacienne, où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Tu es là, Pierre? Est-ce que c'est ouvert cet après-midi, l'exposition, à l'école? Tu sais pas? Aujourd'hui, ça aurait du sens. Donc, il répondra demain. Donc, elle sera rouverte pour le deuxième bicentenaire de la... Je crois que j'ai la réponse pour une fois à peu près exacte. Donc, c'est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 17h, le jeudi jusqu'à 19h et le samedi de 10h à 12h. Pardon. Donc, dimanche, malheureusement... Même le 11 novembre. Et on dira que dommage. Ne sert à rien. Mais par contre, vous pouvez vous procurer cet ouvrage qui est donc édité aux éditions Maisonneuve et La Rose et aux éditions Hémisphère. Voilà. Il n'y en a pas en vente à la sortie par hasard, non? Non, bon, alors ça ne fait rien. Ça, autre question, tout en haut. Non, en dessous, il y a une autre question en dessous, je ne sais pas qui. Ah, pardon, excusez, vous êtes trop près pour que je vous ai vu, évidemment, c'est toujours la même chose. On cherche, voilà. Je vous en prie. J'ai 10 ans. Personne n'est parfait. Et je me suis demandé comment on pouvait faire comprendre aux enfants de mon âge la guerre. Enfin, ce qui s'est passé, cette guerre-là, ce qui s'est passé il y a 7 ans. Enfin, l'armistice, c'est donc... en tout cas, moi, dans mon école, c'était des chants qu'on nous a fait. Qu'est-ce que vous avez chanté? Des chants sur la guerre. Il y a un chant de Debussy et un autre, je ne sais plus. On n'a pas chanté la chanson de Craon par hasard? La chanson de Craon.
qui est une chanson chantée non pas par des mutins, d'ailleurs on a dit que c'est des chansons des mutins, c'est pas tout à fait vrai, c'est une chanson par des protestataires après le chemin des dames. Craonne est sur le chemin des dames, d'ailleurs on dit pas Crâne, on dit Crâne en réalité. Quand on va sur le chemin des dames, on se rend compte de ce qu'a pu être cette horreur. Je pense d'ailleurs que c'est une des choses les plus, alors évidemment c'est pas facile pour toutes les écoles, mais emmener les enfants, et pas seulement les enfants, mais sur les lieux de la guerre. On voit encore 100 ans après les cicatrices que la guerre a laissées dans le sol, on voit encore les cratères qui ont été laissés par les obus, et on va, et dans certains endroits, notamment à Crâne et au Bois des Buttes, où Guillaume Apollinaire a reçu la blessure dont il est mort, puisqu'il est mort de la grippe espagnole, mais enfin qu'il a affecté à la tête. Je pense que le séjour dans la caverne du Dragon, le séjour au mémorial de Péronne, le séjour à Verdun, je pense que tout ça sont des façons d'expliquer la guerre, mais aussi le cinéma. Et là, je pense... Jean-Louis l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense à un formidable cinéaste de la guerre de 14, contemporain, qui est Bertrand Tavernier. Je pense à La vie et rien d'autre, qui est, je crois, un des films les plus puissants sur la guerre, mais aussi à quelque chose dont on n'a pas du tout parlé pendant cette commémoration, qui est Capitaine Conan, qui est l'histoire de cette guerre qui se prolonge après l'armistice, qui dure presque un an, où on envoie un corps expéditionnaire pour soutenir les Russes blancs, enfin, grosso modo, la lutte contre le bolchevisme. C'est à cette occasion qu'on a inventé l'expression théâtre des opérations extérieures. Mais il y a tellement de choses dans le cinéma, comme par exemple Les Sentiers de la gloire de Kubrick, mais aussi les films sur le feu tirés du livre de Barbus, mais aussi le film allemand sur l'Ouest Rien de nouveau, tiré du livre d'Éric Maria Remarque. Il me semble qu'il y a beaucoup de moyens de faire comprendre, beaucoup plus que ceux qui pourraient faire comprendre la guerre de 70 à laquelle Jean-Louis faisait allusion tout à l'heure. Il me semble qu'il y a beaucoup de moyens. Sur l'histoire de la chanson de Craonne, je voudrais dire qu'il y a une inspection d'académie quelque part, je crois en Indre-et-Loire, qui a interdit aux enfants de chanter alors qu'ils le chantent tous les ans. Cette chanson « Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes ». Et cette chanson qui a été dont les paroles ont été fabriquées par des poilus sur un air d'une chanson d'amour extrêmement connue de l'époque. Cette chanson a été interdite par l'inspection d'académie. Il y a des ouvreurs de parapluies partout. Il y a aussi des coups de pied au cul qui se perdent partout. Il y a monsieur aussi qui est toujours là, qui est toujours aussi près, que je vois toujours pas parce que je cherche loin. Juste un mot peut-être supplémentaire sur ce point. L'historial de Péronne, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que pour la vie quotidienne dans les tranchées, par exemple, quand on regarde par exemple la variété du matériel utilisé contre les rats, c'est vrai que ça laisse assez pantois. C'est peut-être à utiliser à Paris par la municipalité, effectivement, mais de manière plus sérieuse, il y a, entre les témoignages, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Et pour répondre à la question, je pense que ça permet de se rendre compte de ce qu'ont vécu, subi, supporté, enduré les soldats français, y compris ceux qui n'ont été que blessés ou qui sont revenus vaille que vaille du front. Monsieur, enfin. La France n'en bas des grains. Par rapport à la guerre de 14, vous avez évoqué rapidement Nivelle. On peut se demander aussi si le problème de Nivelle, c'était un défaut d'exécution ou si c'était un défaut de décision, être capable de reconnaître une mauvaise idée à temps et puis de... Enfin, quand même, il avait expliqué qu'on passerait, qu'il fallait pas 3 jours pour passer le chemin des dames. Il me semble que plutôt c'est une illustration, me semble-t-il. Enfin, pour moi, la technocratie est née là. Elle est née chez les militaires et elle est née avec les gens qui se sont amusés à faire des Kriegspiele qui ont coûté des dizaines de milliers de morts. Le chemin des dames, si on compte des deux côtés, c'est absolument effrayant. Et quand on y va, c'est large comme 2 fois cette table. Et pour monter le chemin des dames, Nivelle avait juré qu'il n'y avait aucune espèce de difficulté, qu'on avait tout ce qu'il fallait. Et non, là, franchement, je ne crois pas que ce soit un défaut d'exécution. En tout cas, d'exécution et ensuite être incapable de reconnaître une mauvaise idée quand on est en train de l'exécuter. Et surtout être incapable de sanctionner quelqu'un qui a pris une mauvaise idée. Parce que Nivelle, on l'a envoyé en Algérie histoire de prendre l'air. Mais il n'a eu à aucun moment, c'est ça la technocratie. C'est pas seulement de prendre des décisions idiotes et de pas se soucier des conséquences, c'est de ne jamais avoir à
supporter le poids des responsabilités qu'on a prises. Pardon. Moi, j'ai un ami dont l'arrière-grand-père était chef de corps, d'armée, et il avait commandé sur le théâtre du Chemin des Dames, et quand l'état-major a envisagé ça, il est allé voir Nivelle en lui disant ça n'est pas possible, j'ai commandé là, on ne peut pas passer, c'est tout, il y a un mur, on va tous périr, etc. Nivelle l'a écouté. Ensuite, il est allé voir Mangin, il lui a dit la même chose, et Mangin lui a dit, ouais, alors Mangin était plus sympathique que Nivelle, mais peut-être plus con encore. Et il lui a dit, oui, on peut, tant pis, on en perdra, mais on en tuera autant. Eh bien, la réponse de l'armée, à ce moment-là, ça a été de déplacer le chef de corps en question. On l'a fait renoncer, il a commandé à ce moment-là le dispositif du Sud, parce que le dispositif du Sud était alimenté par des conscrits du sud de la France dans lesquels l'état-major n'avait pas grande confiance depuis la révolte du 17e de ligne, etc. D'ailleurs, ce général disait que ces soldats avaient été absolument impeccables, ces conscrits du sud. Mais la réponse administrative, un type qui vient vous dire qu'il y a un vrai danger, la réponse administrative, c'est de le saquer et de le muter. C'est quand même un peu dingo. Alors, vous aviez peut-être une question quand même. C'était ça, Nivelle. Et il a dit que c'était de la faute d'un bout à l'autre des hommes politiques. Ça, alors là, c'est vraiment... Alors que l'obstination à mener cette opération, elle lui est entièrement imputable. Donc c'est là où Pétain mérite quand même un peu d'éloge. Alors, monsieur, je vais vous expliquer, parce que je vois bien que je vous reconnais, je sais que vous venez souvent, mais il y a un truc que vous avez... Il a fallu pour moi des années d'expérience, mais il y a un moment où Jean-Louis reprend sa respiration. Malheureusement, il a des capacités pulmonaires absolument prodigieuses. Donc, mais c'est ce moment-là. Si vous n'intervenez pas à ce moment-là, c'est la fenêtre de tir. Vous êtes foutu, croyez-moi. Fervent admirateur de notre député, ce n'était pas ma question, mais juste une introduction. Ça, c'est très imprudent aussi. La question étant, par rapport justement à ce que vous venez de développer sur ces décisions absurdes de jamais sanctionnées, maintenant, en 2018, pardon, en 1918, on a une guerre face à nous qui est la guerre face au climat qui fera sans doute beaucoup plus de morts que la guerre de 1918. Est-ce qu'on ne se retrouve pas aussi dans une situation d'aveuglement et où les gens qui essayent d'alerter à ce sujet se retrouvent dans la situation exacte qui vient d'être décrite par M. Bourland? Lucile. Moi, je pense qu'il y a un sujet... je pense que c'est assez différent, en fait. Voilà, c'est deux sujets très différents. En revanche, et je ne crois pas qu'il y ait autant d'aveuglement, je crois que d'une certaine manière, on a à notre disposition, et peut-être parce qu'on est une société plus démocratique, peut-être parce qu'on a plus d'informations, on a à notre disposition l'ensemble des informations. Et je pense que le sujet de l'aveuglement est plus globalement partagé qu'entre gouvernement et société. Je pense qu'on est aussi, comme consommateur, d'une certaine manière extrêmement ambivalent. Je pense qu'on a envie de continuer à consommer tout en étant écologiste, etc. Donc je pense que ce n'est pas comparable. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faudrait travailler et qu'on ne fait pas assez. C'est qu'aujourd'hui, chacun peut employer, on parlait de vocabulaire tout à l'heure, sur le fait d'utiliser des mots qui, au fond, ne renvoient pas à la même chose pour chacun ou de dévoyer les mots. Je pense qu'aujourd'hui, on emploie les termes d'écologie, de lutte contre le réchauffement climatique, etc., souvent pour justifier le fait de continuer pareil et avec des mesures cosmétiques. Donc la question, ce serait d'avoir un vrai débat sur un certain nombre de choses. Je ne vais pas être trop longue, hein, Philippe, je ne vais pas faire mon Jean-Louis, mais trois éléments. Premièrement, est-ce que ça réclame plus d'autoritarisme, plus d'autorité ou plus de démocratie ou de changer la démocratie? C'est un vrai sujet parce qu'on n'est pas dans l'aveuglement, on est dans la question de comment est-ce qu'on change la manière d'exercer le pouvoir, l'économie, etc. Deuxième chose, comment est-ce qu'on fait au niveau national par rapport au niveau international, puisqu'on a l'impression que si ça bloque, c'est aussi parce qu'on nous dit, au fond, nous, on peut faire quelque chose, mais ça ne servira à rien si les États-Unis ne font rien, par exemple. Et donc, il y a un vrai sujet sur la question des échelles. Et puis, il y a un troisième point, c'est la question de l'injustice. C'est-à-dire qu'au fond, sur ce sujet climatique, le fait que ce sont les plus pauvres, qu'ils soient en Afrique ou dans les classes populaires françaises, qui souffrent le plus par rapport à la question du réchauffement climatique, c'est une question qui doit être posée. L'injustice, c'est donc un changement de logiciel politique qu'il faut affronter. Mais vous avez raison, peut-être que l'aveuglement, quand on en parle sur la Grande Guerre, peut nous éclairer sur le fait qu'il faut faire fi de nouveaux aveuglements et avoir le courage, lorsqu'on est citoyen, lorsqu'on est ici, lorsqu'on est
à un gouvernement de dire vous vous aveuglez et osez la conflictualité. Je termine juste en disant une chose, c'est qu'avec Philippe, nous étions à l'École nationale du paysage à Versailles il y a quelques jours et que nous avons croisé par hasard une grande climatologue qui nous a dit on vient de rendre le rapport du GIEC sur le fait qu'il faut, pour avoir un scénario à 1,5 degré, faire telle ou telle mesure. Elle nous a dit clairement, ce rapport nous a éclairé, nous scientifiques, sur le fait que la responsabilité n'est plus aux mains des citoyens, mais aux mains des gouvernements. Et nous, scientifiques, nous ne pensions pas que c'en était à ce point, mais pour nous, ça nous a fait changer notre regard. Aujourd'hui, il y a urgence. Et nous, scientifiques, on n'aurait pas osé se mettre sur un scénario à 1,5 parce qu'on pensait que ce n'était pas faisable et que ce n'était pas scientifique. Mais en nous y interrogeant, on s'est aperçu que la société pouvait tout à fait faire face à ça si elle était gouvernée par d'autres personnes. Donc, j'ai trouvé ça assez passionnant. Nicolas Bavrez. Quelques brèves remarques. D'abord, le « attaquons comme la Lune », ça vient du général Lanzenac, en fait, qui avait dénoncé la folie de l'offensive à outrance. Sur les opérations stratégiques, il faut voir que pendant l'été 1914, en fait, la France passe très proche de ce qui s'est passé en 1940. Ça s'est joué à très peu de choses. Et qu'ensuite, le raisonnement statistique sur les hommes et les pertes et les obus, il était des deux côtés. Quand on regarde comment les Allemands ont lancé Verdun, c'était avec exactement le même objectif, c'est-à-dire l'idée qu'au bout du bout, on allait perdre beaucoup d'Allemands, mais qu'on perdrait plus de Français, ce qui s'est révélé faux. Donc, ces raisonnements, effectivement, étaient des deux côtés. Pour la guerre, ensuite, j'appelle votre attention sur le fait qu'on a un vocabulaire, là encore, qui est... Le vocabulaire guerrier s'exporte et il faut faire attention. La guerre commerciale ou monétaire n'est pas la guerre tout court. La guerre climatique n'est pas la guerre, c'est-à-dire l'utilisation de la force armée pour imposer, pour une structure plus... pour un État ou maintenant, aujourd'hui, pour un groupe terroriste, sa volonté à un adversaire. Mais il est bien vrai qu'il peut y avoir des liens entre les deux, c'est-à-dire que la dégradation, la montée des tensions sur le plan commercial, sur le plan monétaire, ou peut-être demain la montée des risques climatiques, peut arriver à des situations de conflits ouverts. Je vous remercie. Notre demi-heure est terminée, madame. J'espère que vous reviendrez le 9 décembre. Et là, je vous promets de prendre votre question comme première. Merci à vous. N'oubliez pas ce livre et cette exposition. Et à la semaine prochaine.